le père des conflits de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quelles sont les origines de ces conflits qui sévissent dans l'Est de la République démocratique du Congo? 30 ans de guerre, c'est pas facile. On en parle aujourd'hui dans cette production avec notre consultant qui est M. Nikes Kibelbel, à qui j'ai dit bonjour et bonne arrivée. Bonjour et merci, comme toujours, un réel plaisir de partager avec vous. Je viens de le dire dans les premières lignes, chers téléspectateurs, vous allez découvrir trop dans cette production. Monsieur Nikes, à vous la parole. Qui sont les pères des guerres dans l'Est de la République démocratique du Congo? Alors, il faut peut-être, je ne dirais pas les pères, mais nous commencerons par les causes. Ok. Les causes, et nous arriverons effectivement à votre question. Il y a une caractéristique essentielle à l'Est de la République démocratique du Congo. Comment on appelle ça, la démographie. C'est une région où la démographie est galopante. C'est-à-dire, au kilomètre carré, vous avez 300-500 habitants. Okay. Par contre, si vous allez, par exemple, à l'Équateur, vous allez dans les Bandundu, vous avez peut-être 20 ou 30 ou 50 habitants au kilomètre carré. Donc, cette concentration de la population, je ne sais pas, peut-être c'est dû aux montagnes, c'est peut-être dû au climat, fait déjà qu'au départ, il y a un problème. C'est-à-dire, vous avez un problème non seulement de la démographie, mais la démographie implique la guerre des terres, l'espace vital. Okay. Alors, à cet espace vital s'ajoute un autre phénomène. Le phénomène des éleveurs et des agriculteurs. L'agriculteur, il a ses champs. L'éleveur, il a ses vaches, son bétail. Mais si vous donnez un logis à un éleveur, vous devez aussi lui donner un espace pour que ces vaches puissent brouter. Or, généralement, les vaches vont brouter dans les champs des cultivateurs. Ça crée des problèmes. Ça, c'est de façon, je peux dire de façon objective, les bases des conflits à l'Est. Mais aussi maintenant, vous allez voir qu'à partir des années 90, mais ça a commencé avant. D'abord, vous avez le problème de la colonisation. Si nous y allons là-bas, nous allons nous perdre. Parce que lors de la colonisation, les Belges ont transplanté certaines populations du Rwanda pour le Congo. Mais là, nous risquons de nous perdre. Mais il y a un problème. Le soubassement, c'est le problème de la nationalité. Cette guerre-là qui fait que, pour le problème de l'espace vital, il y a des affrontements et, conséquence, chaque communauté ethnique crée une milice, un groupe armé officiellement pour protéger sa communauté. Et voilà comment les conflits naissent à l'Est. Bon, vous avez posé la question sur les pères. Les pères, bien sûr. Une communauté a des notables. Ouais. Une communauté a des intellectuels. Une communauté a des chefs, ainsi de suite. Et ce sont ces gens-là, au départ des conflits, qui poussent leurs enfants, les jeunes notamment, bien sûr, à s'armer. Mais il faut aussi ajouter un élément très important. Ceux qui fabriquent les armes, on ne les fabrique pas au Congo, on ne les fabrique pas au Rwanda, on ne les fabrique pas au Burundi. Ouais. Ceux qui fabriquent les armes ont trouvé que à l'est de la République démocratique du Congo, c'est une terre de conquête, il y a des minéraux, il y a des ressources naturelles. On peut alors faire circuler des armes, on peut vendre les armes contre les minéraux. Et là, nous arrivons au pillage. Naturellement, nous y reviendrons. Et donc, le père des guerres dans l'Est de la République ou les origines des conflits qui sévissent dans l'Est de la République démocratique du Congo proviendraient peut-être de la soif toujours de ces minéraux qui regorgent notre pays? Alors, comme je l'ai dit, il y a d'abord le problème de survie. Le problème existentiel, l'espace vital. L'espace est trop petit. Quand vous prenez le pays comme le Rwanda, 26 000 km², avec 14 millions d'habitants, c'est plus petit que le Nord Kivu, mais ça dépasse le Nord Kivu en population. Ouais. Vous comprenez? C'est-à-dire que le flux de la population du Rwanda, les implications, on les vit dans des territoires comme Masisi, comme Rutshuru, des territoires frontaliers avec le Rwanda. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a effectivement un surplus de population et qui doit trouver une survie. Bon, vous prenez encore un autre phénomène.
le Rwanda est appelé le pays des 1000 collines. Vous savez que c'est des collines. Or, quelles sont les conséquences? Quand il pleut, les récoltes, non, les cultures, si vous voulez, l'eau fait partir ou bien fait couler les cultures des montagnes vers le bas. Okay. C'est-à-dire, ça pose un problème de famine. Et comme ça pose un problème de famine, il faut aller chez le voisin. Donc, ça, c'est les causes qui sont naturelles d'abord. Maintenant, la question que vous posez, il y a aussi cette convoitise. Les causes qui sont dues aux transformations technologiques. Ce qu'on appelle à la géopolitique, géostratégie. Quand les gens ont besoin de minéraux, au lieu de venir normalement, ils viennent comme des voleurs, ils entrent par la fenêtre, mais ce qui est grave parce qu'ils instrumentalisent les populations, les communautés locales. Ce qui fait que finalement, il y a la guerre depuis 30 ans, comme vous l'avez dit, au Kivu ou à l'Est, et que la paix est loin d'être vécue par les populations, parce qu'il y a des gens qui sont nés dans la guerre, dans les violences. Ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, ceux qui ont 25 ans, mais ils n'ont connu que les guerres. Et donc, comme ils ont connu les guerres, ils ont une psychologie de la violence peut-être enfouie dans leur subconscient, mais il y a quand même des réactions. Il y a des gens qui ont des réactions violentes comme ça. Peut-être ils ont vécu les affres de la guerre qui sont entrés dans leur subconscient. Donc, le problème naturel de coexistence, les problèmes existentiels, et puis vous avez maintenant le problème dû à l'évolution de la technologie et donc l'exploitation des minéraux. Les naissances des rébellions ne cessent d'accroître dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et toutes ces rébellions s'appellent sont des rébellions congolaises comme ils se disent. Qui serait en train de financer ou qui seraient les tireurs de ficelles derrière ces rébellions? Alors, il faut vous poser une très très belle question parce que d'abord, il faut noter que nos conflits, selon les explications que je viens de donner, si nous avons des conflits au Congo, c'est que ces conflits ont des répercussions ou bien ces conflits ont été créés par les pays voisins qui ont des problèmes d'espace vital. Oui. Alors, malheureusement, l'Occident a défini les guerres qu'on appelle les guerres civiles. Une guerre civile, si j'ai bonne mémoire, c'est lorsqu'on tue plus de 100 personnes ou plus de 1000 personnes, une guerre civile. Oui. Et aussi, on a dit des guerres ethniques. Alors qu'en réalité, ce ne sont pas des guerres civiles, ce ne sont pas des guerres ethniques. Ce sont des guerres hybrides, c'est-à-dire des guerres provoquées à cause des minéraux. Vous voyez, c'est-à-dire, comme nous avons dit, ceux qui vendent des armes, ils les vendent parce qu'ils savent qu'ils vont tirer profit. Donc, c'est des guerres hybrides où il y a la compétition sur les technologies, notamment entre les Occidentaux et les Asiatiques, les Chinois et autres. Et ça se passe sur notre territoire. Donc, ceux qui créent les rébellions, ils les créent, mais ils instrumentalisent les Congolais. C'est pourquoi vous dites les Congolais, on voit des Congolais à la tête des rébellions. Mais lorsque vous suivez l'histoire de tous ces Congolais qui ont été à la tête des rébellions, vous trouvez que c'est des histoires tragiques. En commençant par Laurent Désiré Kabila, on l'a tué. D'ailleurs, avant de parler de Laurent Désiré Kabila, il y a Kissa Songando dont on ne parle pas, qui a été tué. Bon, lorsque nous prenons la deuxième vague de rébellion, Wamba Diawamba, bon, il est mort de mort naturelle, c'est vrai. Mais quels sont devenus les Ondekane, les Emile Lunga, les Onosumba, tout ça? On ne le voit pas. On peut citer même Deogracias Bouguera, on ne le voit pas. Et nous entrons dans la troisième vague de rébellion. La troisième vague, vous prenez notamment Montebussi, déjà décédé, vous prenez Laurent Nkunda, qui est vivant, mais on ne le voit pas. Vous comprenez? Et nous, quatrième vague, vous prenez Bosco Taganda, à la CPI. Ouais. Nous sommes à la cinquième vague, où vous avez les Makenga, et ainsi de suite. On ne sait pas comment ça va se passer. Donc, il y a une instrumentalisation des Congolais par les étrangers, par l'extérieur, qui, au fait, aussitôt qu'on a reçu ce qu'on devait recevoir, ces Congolais sont effacés. Et c'est comme ça que nous sommes dans une série de rébellions qui naissent et disparaissent sans trouver de solution aux problèmes auxquels ils disent, pour lesquels ils disent avoir pris les armes. Comment alors il se succède quittant d'une rébellion à une autre avec
parfois des personnes, ou soit des personnes de commandement qui sont toujours les mêmes. Ils changent juste des stratégies et des noms, ou comment ils font? Mais alors, c'est ça, en fait. Lorsque vous êtes commandant ou, je ne sais pas, vous êtes dans le staff de la rébellion, après 5 ans, tout ça, cette rébellion disparaît. Pour renaître après, faites l'évaluation. Ce n'est pas à nous de faire des évaluations. Si vous avez été rebelle depuis 1996, depuis l'AFDEL, parce qu'il y a ceux qui sont des rebelles depuis l'AFDEL. Vous avez été rebelle depuis l'AFDEL. Vous avez été rebelle depuis le RCD. Vous vous retrouvez rebelle maintenant à l'AFCM 23. Faites l'évaluation. Est-ce que c'est une carrière belliciste, guerrière, pour obtenir quoi? C'est toutes les questions. C'est pourquoi j'ai dit, tout ce que nous avons, toutes ces personnes que nous avons connues comme des grands chefs, nous avons cité les Wamba, nous avons cité les Mbusa Nyamwisi, nous avons cité même les Jean-Pierre Bemba, le Roger Lumbala qui est en prison, tous ces gens-là, les Kinkie, est-ce qu'ils sont fiers de ce qu'ils avaient été hier? Je pense non. Mais il y a ceux qui continuent toujours parce que c'est devenu comme une carrière, c'est devenu comme une profession. Mais est-ce qu'ils comptabilisent le nombre de morts, ils comptabilisent les dégâts humains et matériels? Ça, il faut leur poser des questions. Et c'est le travail sûrement des pasteurs et des prêtres pour une nouvelle conversion, s'il faut dire ainsi, pour les born again, ceux qui doivent naître de nouveau. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes aussi un journaliste d'investigation. Une question qui cadre avec l'investigation. Depuis les débuts des rébellions jusqu'à aujourd'hui, quelle est la rébellion qui a fait beaucoup plus de dégâts humains surtout? C'est difficile, pourquoi? Parce que quand nous prenons l'AFDEL a mis 6 mois de Goma à Kinshasa. Et l'AFDEL s'est soldé par le chef qui est devenu président de la République, Laurent Désiré Kabila. Mais l'AFDEL, sur son parcours, a tué beaucoup de Hutus rwandais dans les forêts, à Kisangani, dans l'Équateur, tout ça. Et comme nous n'avons pas de statistiques pour dénombrer, nous ne pouvons pas dire que par rapport au temps, il a fait mieux ou bien il n'a fait pas pire. L'AFDEL a fait 6 mois. Le RCD est venu pour rectifier. Le RCD a fait 3 ou 4 ans, de 98 en 2002. Pratiquement en 2003, 5 ans. Mais vous savez que dans le RCD, ils ont enterré des femmes vivantes à Kasika, dans le sud Kivu, à Makobol, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont fait moins de crimes. Parce qu'il n'y a pas de petits crimes. Il n'y a pas de petits crimes. Vous tuez quelqu'un, il n'y a pas de grands crimes dans les morts. Vous tuez, c'est un crime, vous avez tué. Et vous êtes redevable. Alors, quand nous prenons le CNDP, on le sait aussi. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Le M23, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Quand nous prenons l'AFCM 23, vous le savez, la prise de Goma, on a dit 3000 morts. Plus de 5 jours. En 4 jours. Donc, on ne peut pas dire que c'est elle qui a tué plus. Parce que d'abord, les vies humaines sont très importantes. L'homme, la personne humaine est créée à l'image de Dieu. Donc, même si vous avez tué une seule personne, on ne peut pas dire, puisque vous avez tué une, vous n'entrez pas en prison. Et c'est celui qui a tué. Donc, il n'y a pas un thermomètre pour mesurer le degré de criminalité. Vous pouvez tuer quelqu'un, ces femmes qu'on viole, ces femmes qu'on tue. Alors, mais vous pouvez tuer une femme de façon atroce. Par rapport à celui qui a tué 10, vous ne pouvez pas dire, bon, moi, je vais aller au paradis parce que je n'ai tué qu'une seule personne. Non. Non. Donc, je ne peux pas dire laquelle des rébellions est moins atroce ou moins violente. Non. Une rébellion, quelqu'un qui prend les armes, c'est toujours de la violence et c'est toujours des atrocités, c'est toujours des crimes. Qui peut retenir la génération actuelle sur les crimes causés par les rébellions qui se sont succédées? Alors, pour que la génération actuelle, les générations actuelles et futures puissent retenir quelque chose, il faut que les gens écrivent. Pour que les gens écrivent, il faut que les gens enquêtent, fassent des investigations. Pour déterminer de telle année à telle année, voici ce qu'on a fait, ainsi de suite. Heureusement qu'en République démocratique du Congo, après ce qui s'est passé à Kisangani, la guerre de 6 jours, après ce qui s'est passé à Makobola, tout ça, on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui les génocostes.
Les génocides pour des effets économiques. Et il y a le FONAREV Ouais. qui s'y est impliqué. Et je pense que on peut, la jeunesse aujourd'hui ou demain pourra consulter des archives. Parce que je dois vous rappeler aussi que le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, il se bat pour que les rapports mapping puissent être exploités. Mais les grandes puissances, les grands de ce monde se sont assis sur ces rapports et personne n'en parle. C'est comme ça qu'avec FONAREV, les Congolais peuvent consulter et il faudra que ça soit sérieux avec, excusez-moi, des statistiques, donc des enquêtes bien menées, bien fouillées, pour que demain, ceux qui ont commis puissent être jugés devant le tribunal de l'histoire. Comme vous soulignez les organisations internationales qui sont derrière peut-être ceux qui étouffent les œuvres qui pourraient laisser des empreintes afin que les générations futures puissent savoir de quoi il a été question dans les générations actuelles ou les générations passées. Est-ce que la présence de ces organisations internationales ne serait pas à la base de cette continuation de la naissance des rébellions dans l'Est? Alors, je dois d'abord souligner 2-3 petites choses. Il n'est pas normal que dans tout l'Est, qu'il n'y ait pas la presse écrite. Il n'est pas normal. C'est-à-dire, sans presse écrite, il n'y a pas d'archives. Vous comprenez? Et vous allez voir que ce sont les ONG qui ont créé des radios. Okay. Et les hommes politiques, radio communautaire, radio ceci, ainsi de suite. Ce sont ces ONG qui financent des radios. Vous comprenez? Cela signifie que c'est une politique d'effacer les traces. Parce qu'aller dans une radio, poser-leur la question, donnez-moi les archives d'il y a 5 ans. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, on est venu avec une politique d'effacer tout ce qui est écrit. Et donc, il est anormal dans des grandes villes comme Goma, comme Bukavu, comme Beni, comme Bunia, comme Kisangani, qu'il n'y ait pas de journaux, qu'il n'y ait pas de presse écrite, alors que chez le voisin, vous avez des journaux. Vous arrivez en Ouganda, vous avez des journaux. Museveni, par exemple, rarement il s'explique à la radio, ni à la télévision. Museveni s'explique dans son journal, dans le journal gouvernemental New Vision. Oui. Toutes les stratégies de Museveni, vous les trouvez dans New Vision. Comment chez nous, il n'y a pas de journaux? Ça, c'est la première des choses. C'est pour vous dire que ces ONG-là, ils sont venus avec des agendas cachés. Parce que nous ne pouvons pas aussi accepter que dans un pays, dans une ville, dans une région comme celle de Goma, du Nord Kivu, où vous avez la terre fertile, où les haricots peuvent sortir même quand vous avez jeté, et qu'on puisse donner des biscuits aux gens, qu'on puisse créer des déplacés, pendant 30 ans des déplacés de guerre, alors que la terre est fertile, s'il y a la paix, les gens doivent vivre normalement. Donc, c'est des stratégies. Mais nous pouvons évoluer. Faisons une lecture caricaturale. Ouais. Je prends les armes, je tire, déplacement des populations. Qui arrive le premier? C'est les PAM. Programme alimentaire mondial. Il amène des vivres pour... Alors, quand des jours de guerre, attention. Oui, quand il amène des vivres, qui d'autre arrive? Les ACR, pour les réfugiés. Après, ainsi de suite, vous comprenez? Et il crée des réseaux locaux, des ONG locales, comme des bras armés, pour continuer le travail. Et personne ne se pose des questions. Pourquoi d'abord la guerre? Et pourquoi ce business, l'agro-business? On nous distribue la farine de USAID. Mais j'ai dit ici, est-ce que les populations du Nord qui auront besoin de ça? Non. Non, parce que le sol est volcanique. Et volcanique signifie fertile. Oui. Ils peuvent manger à leur guise, ils n'ont pas besoin. Il y a le fromage, il y a la charcuterie, il y a tout. Mais pourquoi on doit nous amener la farine USAID? Donc, en fait, on nous a compactés, on nous a mis dans un système tel que nous ne pouvons pas réfléchir plus loin. Et bien sûr, quand un Congolais travaille dans une ONG, il est mieux payé, il construit sa maison. Il dit, je suis très bien. Mais est-ce que la vie, c'est ça? C'est ça le bonheur?
Le bonheur, il faut l'expliquer autrement. Le bonheur, ce n'est pas avoir une maison. Donc, voilà, ces ONG-là participent effectivement à la guerre. Si la guerre a été amenée par les Américains, mais vous avez vu, lorsque le président Donald Trump a dit il bloque l'USAID, vous avez compris que toutes les ONG qui viennent chez nous reçoivent l'argent de l'USAID. Oui. Donc, si nous voulons la paix, il faut demander aux Américains d'arrêter de financer les guerres directement ou indirectement. Alors, M. Nikes Kibelbel, est-ce que avec la collaboration ou soit, je peux dire, le partenariat de la RDC avec les organisations internationales, avec cette collaboration, est-ce qu'on peut espérer à la fin des naissances ou soit des multiplicités des rébellions dans l'Est de la République démocratique du Congo? Il faut dire que les organisations internationales, ils cherchent des profits. Vous savez que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Aujourd'hui, nous pouvons espérer à la fin de l'insécurité, de la violence dans l'Est, avec l'accord que pourrait signer la République démocratique du Congo à travers son président Félix-Antoine Tshisekedi, la République du Rwanda à travers son président Paul Kagame et le président américain Donald Trump. Cet accord, s'il est signé, d'abord va, exiger le respect de la souveraineté de la RDC et de l'intégrité du territoire. Ça va exiger le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Ça va exiger la fin du soutien du Rwanda aux groupes armés, aux rébellions. Et puis, ça va résoudre le problème des FDLR, qui est pratiquement la patate chaude que nous avons sur notre pied. Et à ce moment-là, avec le développement, avec l'exploitation des minéraux, on peut espérer avoir la paix. Pourquoi? Parce que nous avons eu la paix à l'époque avec la baie des Gels. La baie des Gels, les trois pays, le Rwanda, le Burundi et la RDC, le Zaïre de l'époque, avaient travaillé normalement. À Goma, vous avez la banque. À Gisenyi, vous avez l'administration. Et vous avez même le partage du courant avec la Sinilac, je pense, au niveau de la Ruzizi. Donc, on peut vivre en paix, on doit vivre en paix, parce que les populations de ces pays sont des populations culturellement transfrontalières, donc ayant la même culture, linguistique, tout ce que vous voulez, et on a besoin d'être interconnectés. Et pour être interconnectés, on a besoin de la paix. Et nous espérons que cette paix peut venir avec les négociations qui se déroulent aujourd'hui entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous la médiation des États-Unis. Un mot de conclusion pour nos téléspectateurs pour cette production, M. Nikes. Alors, nous devons dire une chose, que nous sommes fatigués de la violence, nous sommes fatigués de la guerre, nous sommes fatigués de tout, des déplacés, des populations déplacées, des gens tués, des femmes violées. Nous avons besoin de la paix. Et cette paix-là, nous en avons besoin parce que c'est une paix qui va nous interconnecter. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, donc les pays de la CIRGL, le peuple de la CIRGL ont besoin de la paix. Et nous exhortons nos chefs d'État, notamment d'avoir la bonne volonté pour que cet accord qu'on doit signer, peut-être dans les jours qui suivent, dans 1 mois ou dans 2 mois, aux États-Unis, soit appliqué pour que la paix revienne. Chers téléspectateurs de WAB Information Télévision, c'est par ces mots que nous sommes en train de dire merci à notre invité pour aujourd'hui. Je vous remercie. Téléspectateurs de WAB Information Télévision, vous nous avez suivi les pères de la guerre. Quelles sont les causes qui font à ce que le rébellion ne cesse de renaître dans l'Est de la République démocratique du Congo? Vous l'avez suivi et vous avez déjà la matière. Dans cette production, nous vous fixons un prochain rendez-vous pour beaucoup découvrir. Portez-vous bien.